Bonjour à tous, on va commencer, on attend les derniers retardataires et puis on va s'y mettre. Déjà merci d'être présent avec nous aujourd'hui, merci au bâtiment B de nous accueillir pour cette table ronde. Un petit mot rapide d'introduction, puis je passerai la parole aux intervenants. Donc ces tables rondes ont lieu dans le cadre du festival Scopitone, je pense que vous le savez. Donc il y a deux tables rondes cet après-midi, une première maintenant sur la question du post numérique, une deuxième tout à l'heure sur la question de l'erreur et de l'aléa dans le champ du numérique. L'idée à travers cette table ronde, c'était d'explorer et d'approfondir un petit peu des thématiques qui peuvent être portées par des artistes du festival. Donc n'hésitez pas à l'issue de cette table ronde aussi à aller voir les œuvres du festival et puis peut-être que vous les regarderez avec un regard différent. Voilà, donc cette table ronde va durer jusqu'à 15h30, ensuite on fera une petite pause d'un quart d'heure avant d'enchaîner sur la deuxième. Donc pour les personnes qui font les deux tables rondes, on vous demandera de sortir ou de rester dans la salle d'ailleurs, un petit quart d'heure le temps qu'on change le plateau. Voilà, j'en dis pas plus, je passe la parole à Claire Richard qui présentera tout le monde. Alors bonjour à tous, merci d'être ici. Donc je vais commencer. Donc je suis Claire Richard, j'étais journaliste spécialisée culture numérique, et je vais d'abord commencer par présenter donc le thème de cette table ronde qui est art design vers une ère post-numérique, mais c'est une question. Donc on va pendant 1h30 se poser la question de qu'est-ce que ce serait que le post-numérique, l'art post-numérique. Alors c'est un terme qui est apparu il y a quelques années, plutôt dans le champ de l'art et du design, et qui désignerait pour les personnes qui l'utilisent plus un certain rapport que certaines œuvres entretiennent avec nos technologies, les technologies numériques, plus qu'un certain médium. C'est-à-dire les œuvres post-numériques seraient des œuvres qui interrogent d'une certaine façon les technologies qu'on utilise actuellement. Alors, évidemment, et ce sera un peu au cœur de notre discussion, c'est paradoxal de parler de post-numérique dans un monde où, comme vous le savez tous, nous sommes de plus en plus connectés, nous avons tous de mini-ordinateurs dans nos poches, on nous parle de l'avènement de villes intelligentes et connectées, de plus en plus de décisions sont confiées à des algorithmes, et on nous prédit l'avènement des intelligences artificielles qui prendront le dessus sur l'humain. Bref, c'est tout ça pour dire que la question du poste, c'est ce qu'on va se demander, qu'est-ce qu'il y a dans ce poste? Est-ce que c'est vraiment un moment d'après? Est-ce que c'est une forme de sortie? Est-ce que c'est une forme de nostalgie? Est-ce que c'est une question d'un dépassement d'un certain rapport au numérique qui serait en train de changer? Et pour discuter de ces questions, je vais présenter nos trois invités qui sont tous actifs dans des champs très différents. C'est ça qui va être intéressant. Donc, à côté de moi, Dominique Moulon, qui est enseignant, chercheur, critique et commissaire, spécialiste des questions d'art numérique, notamment français, et également curateur indépendant et directeur artistique de la Media Art Fair Variation, qui se tiendra à Paris du 15 au 25 novembre. Ensuite, Anthony Mazur, qui est enseignant-chercheur en design, maître de conférences en design à l'université Toulouse-Jean Jaurès, et un des fondateurs de la revue Back Office, dont j'ai un visuel, il me semble, voilà, que vous voyez ici, et qui se situe entre design graphique et pratique numérique. Et enfin, Samuel Saint-Aubin, qui est artiste et également consultant en électronique et technicien en nouveaux médias, qui vit et travaille au Québec, qui se définit comme un inventeur autodidacte partant des propriétés des matériaux et qui est exposé en ce moment à Scopitone. Alors je vais vous montrer, je peux montrer, voilà, votre site, Samuel. Et voilà. Alors, peut-être pour commencer, oui, c'est ça. Et donc pendant la durée de la discussion, on va avoir en fond peut-être une curation d'œuvres que tu peux peut-être rapidement présenter. En fait, bonjour à tous. Moi, je suis déjà venu ici il y a quelques années dans cette même salle pour à peu près des questions similaires. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui, puisque c'est l'art post-numérique. Or, là, c'est juste au-delà de post, c'est pareil. Et digital, c'est pareil, mais on y reviendra. Peut-être pas tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est une traduction. Mais ça ne veut pas dire qu'on qualifie la même chose. Et donc, je le lance. En fait, c'est une conférence qui est sur la question, qui est
une thèse que j'ai soutenue récemment et qui sera un livre publié à l'occasion aussi de la foire dont je suis directeur artistique. Et c'est une conférence que je vais donner demain à Lille. Donc comme c'est silencieux, il y a les titres des œuvres. Ce sont des œuvres que, dans une certaine mesure, je considère plus ou moins en connexion avec notre thème. Donc elles vont défiler pendant qu'on continue. Je te rends la parole. Tout à fait. Alors, tu l'as mentionné déjà rapidement, tu as mentionné le post digital. Dans le champ de l'art, on a aussi parlé, à partir de la fin des années 2000-2008, de l'art post-internet, qui était un art... par exemple, là, je peux vous montrer deux petites images. Par exemple... Ah oui, c'est vrai, oui. Je peux, sinon on peut. Oui, juste brièvement. Vas-y. Voilà, par exemple... cette œuvre qui était assez emblématique, Dronestagram, d'un artiste qui s'appelle James Bridle, et qui était une sorte de collection en fait d'images de lieux comme ça qu'il trouvait sur internet et qui postait sur son compte Instagram, de lieux où atterrissaient des frappes de drones menées par l'armée américaine au moment où ces programmes d'attaques de drones étaient menées par la CIA et étaient secrets. Et une autre œuvre assez emblématique de la période que je vous montre aussi, c'est Nine Eyes of Google Street View de l'artiste John Raffman, parce que c'était aussi quelque chose comme ça qui... autour de pratiques de curation plutôt, c'est-à-dire que lui, il a passé des centaines d'heures devant le logiciel Google Street View à passer en revue. Il reste un peu mystérieux sur la façon dont il les trouvait, mais en gros, à chercher à chaque fois les images que donc, la voiture de Google avait capturées, où surgissent comme ça des espèces de scènes un peu surprenantes et qu'il avait collectées comme ça, d'abord sur Internet, et ensuite ça avait fait l'objet d'un livre. Donc ça, c'est des pratiques qu'on a appelées il y a quelques années l'art post-Internet. Et aujourd'hui émerge le terme post-numérique. Mais il ne fait pas l'unanimité, donc je vais vous demander à tous les trois, puisque vous l'abordez d'angles assez différents, dans des domaines différents, en tant que praticien, plutôt sur l'angle du design et de l'art numérique, qu'est-ce que c'est le post-numérique ? Comment vous comprenez ce terme ? Rapidement, je vais prendre tes deux exemples que je trouve vraiment tout à fait précisément dans l'idée de la conférence, de la table ronde. Et en disant, on pourrait même aller plus loin, j'ai enseigné cet été à Chicago, où il y a une enseignante qui parle, elle, de post-photographique. Alors je l'ai regardé d'un air de dire, qu'est-ce que c'est encore que ce truc ? On aime les posts, le post c'est le XXe siècle, et puis on continue finalement. Maintenant avec le numérique, le digital, l'internet, etc. Et c'est intéressant parce que finalement, ce que tu montres sont des photographies, d'une photographie sans photographe. Dans un cas, c'est un satellite, dans un autre cas, c'est une voiture. Ce que tu montres, c'est des photographies qui sont impossibles avant la révolution du numérique. Ce que tu montres finalement, c'est des photographies qui sont tout à fait dans la continuité des pratiques photographiques. Celle-là, c'est une photographie sociale, qui aurait pu être la voiture en moins, une photographie sociale des années 30 aux États-Unis, par exemple. Mais on est dans ce post, c'est-à-dire dans l'après. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'ordinateur, qu'on n'a plus Internet, mais qu'on est dans l'après-révolution. Et je conclurai pour revenir au sujet que on peut considérer que s'il y a une forme d'art, quelque chose numérique post-avant, après, etc., ses racines sont peut-être allées chercher dans les années 60, les fins des années 60, avec un certain nombre d'expositions très importantes, États-Unis, Est-Ouest, Angleterre. Et puis ça a continué, et il y a eu des temps, des tendances. Alors je pense que les mots sont importants. On a parlé de art à l'ordinateur au début, dans les années 70. Dans les années 80, 90, on a parlé d'art numérique. Après, il y avait la question pluriel ou singulier. Moi, j'aimais bien le pluriel parce que c'était beaucoup de choses. On a parlé d'art et médias parce que c'était plus englobant. On a parlé de nouveaux médias. On a parlé de nouvelles technologies avant. On a oublié les mots nouveaux parce que ça devenait ancien. Et puis aujourd'hui, comme on se lasse, je pensais tout à l'heure, j'ai vécu une époque où on parlait encore de centrales atomiques, puis on les a appelées nucléaires, mais ça reste les mêmes centrales, quoi. Donc finalement, est-ce que ce sont des œuvres qui sont si différentes ? C'est pas sûr. Mais le contexte est très différent. Et le contexte est très différent dans la mesure où je pense, moi, avoir été utilisateur d'outils numériques
dans les années 90, et je suis, comme on est tous ici, utilisateurs de services digitaux. Et c'est vrai que c'est intéressant de remarquer, dans le design, peut-être tu me diras tout à l'heure, on oublie le mot numérique. D'ailleurs, il n'y a plus que, j'ai vu chez Darty, il y a encore un rayon multimédia. Il n'y a plus que Darty. Donc moi, j'ai envie d'y aller pour voir si c'est de l'archéologie des médias. Aujourd'hui, le mot consacré, c'est numérique, et sinon, dans les agences, dans le monde du design, user experience, etc., c'est le mot digital. Alors après, moi j'aime bien l'idée qu'il y a un livre qui s'appelle Art After Internet, de Colif, j'ai oublié son nom, Omar Colif, et en fait qui parle typiquement, d'ailleurs il y a John Raffman dedans, donc je pense que cette question, comme tu l'as dit, qui a émergé après la révolution, mais pas après l'usage, puisqu'on est en plein dedans et on a encore plein de choses à découvrir. On pourrait la dater assez précisément, parce que c'est une artiste, je crois, qui s'appelle Marisa Olson, hein. C'est doit être 2005, un truc comme ça. Et aujourd'hui, on utilise... 8, pardon. Merci. Et on pourrait considérer aujourd'hui qu'on utilise peut-être plus le terme post-internet que post-digital, qui reste plus englobant, et moi j'aime quand c'est englobant. Et puis si on avait, toi tu donnes des dates, si on avait à faire une géographie, je dirais que ça se passerait relativement entre New York, qui aime bien la tendance, entre Berlin, où il y a beaucoup d'émergence. Bon, il y a évidemment Paris, Nantes aussi, ici, aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a des centres névralgiques, il y a des centres où c'est plus visible. Voilà ce que je dirais pour l'instant. D'accord. Donc, une question de changement de pratique à partir de ce que l'usage numérique rend possible et aussi des tendances dans le marché de l'art. Enfin, de quelque chose qui tient aussi au monde de l'art, comme tu parlais là de New York, de... Là, je dirais, juste après, je passe la parole. On a discuté un tout petit peu avant et on a évoqué la question du marché. Et la question du marché, elle est centrale. S'il y avait un dispositif de monstration typique des arts numériques, on va dire des années 90, comme il y en avait déjà ici, ailleurs et autrement, on pourrait dire que c'est la black box. D'ailleurs, il y a encore ici beaucoup de black box, de ces boîtes noires. Je viens de voir Guillaume Marmin à l'instant à la Cale Créative. C'est magnifique, ce couloir de lumière. C'est une boîte noire. Et en fait, on a eu beaucoup utilisé dans les dispositifs de monstration la boîte noire dans les années 80, 90, 2000, parce que écran, parce que vidéoprojecteur, parce que lumière, etc. Et aujourd'hui, il y a des artistes qui ne sont pas passés par cette case-là, parce qu'eux, ils viennent justement des usages digitaux, ils sortent d'école et ils ont 30 ans, et pour eux, ils sont nés avec, donc ils ne sont pas dans le post, ni dans l'avant, ni dans le pendant, ils sont juste... c'est si on leur enlevait que ça serait post-atomique. Donc finalement, ces artistes-là, moi j'en donnerai d'autres, mais John Raffman est dedans, Bridle aussi dans une certaine mesure, Cora Angel, Petra Cartwright et quantité d'autres artistes, sont dans la galerie, dans des galeries qui sont des galeries d'art contemporain avec des murs blancs. Et là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la victoire du dispositif de monstration de l'art contemporain, qui est la boîte blanche, le white cube, ce même parquet, les murs blancs, pas trop de fenêtres, et un plafond le plus sobre possible, où on se demande si l'extincteur rouge est une œuvre, ou peut-être pour éteindre les feux. Il y a un auteur qui a écrit un livre comme ça sur la victoire de la boîte blanche, qui est très regrettable, parce que finalement, avant le white cube, le 19e siècle, les murs étaient colorés. Il y avait des objets qui pouvaient évoquer des lieux de particuliers. Donc, je dirais que, pour passer la parole, on est passé d'outils à service, d'outils de la fascination aussi, on y reviendra peut-être, à un usage naturel, mais on est aussi passé à des dispositifs de démonstration différents, et puis il faut reconnaître que l'on soit contre, pour, avec, dedans ou dehors, le marché est là, et le marché est d'une puissance extrême. Et déjà, il y a 2 ans, à Art Basel, la grande foire d'art contemporain marchande, où il y a eu un niveau de vente extraordinaire, il y a déjà eu, il y a 2-3 ans, une table ronde sur l'art post-digital, internet, numérique, avec Peter Weibel, qui représente justement ces 30 dernières années, avec le ZKM de Karlsruhe, l'art numérique dans toute sa splendeur. Donc c'est très compliqué, parce qu'il y a dispositif de démonstration, il y a usage évident, le monde a changé, les œuvres ont changé, et on aime changer les noms des tendances. D'accord. Anthony,
dans le champ du design, qu'est-ce que ça vous évoque depuis votre point de vue de chercheur en design, cette notion de post numérique? Déjà, je voulais reprendre un petit peu la généalogie qu'a esquissée Dominique. Alors, dans le design, on la retrouve avec toutes ses ambiguïtés. J'ai enseigné plusieurs années dans un BTS. Alors, l'ancien nom était BTS Communication Visuelle, option multimédia. Le nouveau nom, depuis 3 ans, est passé à design graphique, option média numérique. Donc voilà, le mot média, pour l'instant, reste dans le design. On parle aussi de design numérique, alors plutôt pour désigner le design d'interface, on va dire le web, ou design d'interaction. Il y a aussi un collectif qui s'appelle Designer Interactif, par exemple. À ma connaissance, on ne parle pas de post-numérique dans le design. Il y a encore peut-être une fascination, peut-être plus grande que le monde de l'art, je ne sais pas, vis-à-vis de ça. Mais le problème, c'est que même les designers qui ne se disent pas numériques ou interactifs, finalement, utilisent tous les jours des outils et des services, notamment la PAO, qui aujourd'hui peut dire qu'il fait du design sans ouvrir Photoshop ou un logiciel de CAO, de 3D, je ne sais pas trop, à moins de faire de la sérigraphie, mais on est peut-être plus dans des pratiques plus proches de l'artisanat. Donc c'est un problème qui est pas encore réglé. On a du mal à digérer cette histoire. La plupart des designers, comme dit Lev Manovic, ne connaissent pas l'histoire des logiciels qu'ils utilisent tous les jours, qui aujourd'hui peut dater Photoshop dans le design. C'est pas si évident finalement. Pareil pour les machines, on ne sait pas trop d'où elles viennent. On prend ça comme un acquis. En fait, c'est devenu une espèce de milieu sans que ces choses-là soient critiquées. Donc après, est-ce que c'est le rôle du poste de remettre de la vision là-dedans? C'est possible. Ça, c'est une vision critique ou historique. En tout cas, je l'espère. Après, dans la généalogie qu'évoquait Dominique, il y a aussi peut-être le NetArt, peut-être on y reviendra, parce qu'il y a une filiation ou peut-être une opposition entre du coup le NetArt et les œuvres qu'on appelle aujourd'hui post-numériques. Et peut-être c'est lié au marché. Alors ça, Dominique est plus expert que moi, mais il y avait sans doute une difficulté à vendre des œuvres d'art qui pouvaient bugger, planter et qu'on ne pouvait pas maintenir. En tout cas, aujourd'hui, c'est un enjeu très fort dans l'archéologie des médias ou l'archéologie des œuvres d'art. Et peut-être que d'utiliser des médias ou des médiums qui ne soient pas directement issus du champ de l'informatique. Je ne confonds pas numérique et informatique, mais ça, j'y reviendrai peut-être. Et a peut-être été une façon de les faire revenir dans le marché. Ça, c'est possible qu'il y ait un enjeu assez fort autour de ça. Et dernier point, je ne suis pas sûr qu'il y ait une révolution numérique. En tout cas, en design, c'est compliqué. Enfin, les époques s'intercalent, il y a des choses qui reviennent ou qui disparaissent. Donc, enfin, en tout cas, le numérique, c'est bizarre d'en parler au singulier. Ça désigne beaucoup de choses, c'est assez confus et c'est pas du tout sûr que ça forme un ensemble qu'on pourrait délimiter, en tout cas historiquement. Et pour revenir sur ce qu'a dit Dominique, en tout cas dans le design, effectivement, il y a un passage des outils au service. Ça, c'est assez fort, voire même une possible reprise en main du design par l'ingénierie, voire par les écoles de commerce et les services marketing. Donc ça, c'est tous les enjeux autour de l'innovation. J'avais eu l'occasion d'en parler ici il y a quelques temps, et ça va encore être débattu, vu que je me réjouis que Stérolux accueillera bientôt l'exposition d'Innovation de Nicolas Maigret, qui est du coup une autre façon de comprendre l'histoire et l'époque, autrement que par ce vocable d'innovation qu'on nous matraque, y compris à la tête du gouvernement. Donc ça, c'est assez intéressant, et ça n'est pas sans rapport avec cette histoire de post-numérique du point de vue du désenchantement, comme si finalement ce poste voudrait dire qu'on sort d'une sorte de fascination de la technique pure, du technopouvoir, voire de la cybernétique des années 60, pour aller dans quelque chose de plus critique, plus punk, je ne sais pas. Voilà, c'est des points comme ça de discussion qu'on pourra approfondir. Bonjour. Comme le disait tout à l'heure Claire, je suis un artiste technicien, comme on peut dire, maker. Donc aujourd'hui, il y a une montée des... vous connaissez les makerspaces, les endroits où les gens peuvent se pointer et puis apprendre l'électronique, apprendre le numérique, si on veut. Et puis, moi, cette question-là de post-numérique, j'y croyais pas. Je n'avais jamais entendu parler, disons. J'ai un autre angle de vue, on doit dire, puisque je suis de Montréal, et puis je suis plus de la, si on veut, de la communauté des makers. Donc, j'ai hésité avant d'accepter cette table ronde-là. Qu'est-ce que... Donc toi, c'est pas un terme que tu utiliserais pour décrire tes pratiques. En tout cas, toi, ça résonne pas particulièrement
Non, pas vraiment. Étant donné qu'il y a de plus en plus de programmes, par exemple à l'université, qu'on peut suivre, plus en plus d'espaces là où on peut travailler, autant pour les artistes que pour les gens qui sont curieux, en fait. Et autant pour l'électronique que pour le design, j'ai comme l'impression que on est toujours dans cette ère de numérique. Donc on n'a pas passé à autre chose. Mais moi, je voudrais dire aussi, connaissant un petit peu le contexte montréalais, que chaque géographie a aussi les œuvres qui en émergent et qui en sont le plus visibles. Or, j'ai toujours pensé qu'il y a des zones géographiques dans le monde où on aime le robot, notamment dans l'art. En Asie, au Japon, on adore le robot dans l'art, mais pas nécessairement que dans l'art. Hein. En Amérique du Nord, notamment au Canada, peut-être plus pour des questions de financement par rapport aux États-Unis, il y a un bel usage du robot en art. Et ton travail, moi je trouve, il est beaucoup autour de la question de l'autonomie réelle, de l'autonomie prétendue, de l'autonomie que tu donnes avec du code, et ça part d'aléatoire. Et je dirais qu'il y a certainement des pratiques comme la tienne, je pense, c'est à toi de me dire, qui sont comme un peu parallèles aux tendances. C'est-à-dire que des robots dans l'art, tu parlais de cybernétique tout à l'heure, on n'était pas loin, il y a toujours eu un intérêt pour l'autonomie en art, qui finalement pas tellement perturbé par les tendances qui sont proches, à côté, post, au numérique. Simplement, ce que tu dis, que je trouve très intéressant, c'est que moi, je me présente aussi comme quelqu'un de la culture maker. Tu l'as pas dit, on l'imagine open source. Là, il y a une évolution, si ce n'est pas une révolution, mais en tout cas qui touche tous les publics et qui fait qu'aujourd'hui, toi, dans une pratique de l'autonomie en art, dans la continuité de pratiques des années déjà 70, 80, 90, mais qui ont leur part de contemporanéité, je pense qu'il y a des choses que tu peux faire aussi plus facilement qu'il y a 10 ans. Tu es utilisateur d'Arduino, ou il y a 20 ans par exemple, les processing. Donc finalement, tu es aussi dans cette... ton usage évolue aussi en fonction du contexte, et ton contexte, c'est le compteur open source et le contexte maker, où tu fais les choses. Oui, exactement. Il y a une très grande communauté aujourd'hui qui entoure toutes ces pratiques-là et qui est très présente. En fait, moi, j'apprends à partir du net. Donc c'est facile aujourd'hui d'avoir accès au code, avoir accès au numérique. Et puis, il faut faire la part des choses. Il y a aussi le numérique dans différents... par exemple, en robotique, dans le web, il y a aussi le numérique dans je sais pas, l'immersion, dès qu'on retouche les images avec Photoshop. Donc, je crois qu'il y a une distinction à faire ici avec le numérique. Selon moi, c'est très large. Mais effectivement, moi j'ai l'impression que donc cette question du poste, là, on a vu par ce tour de table que c'est un concept qui est pas qui est assez vague et qui décrit surtout un moment en fait de notre rapport aux technologies qui est en train de changer. Et peut-être que peut-être si toi tu as commencé à travailler avec les médias électroniques au sens large en 2002, c'est ça, hein, début oui. 2000. Et peut-être que tu peux nous raconter comment rapidement, tu vois, comment ton usage des technologies, tes pratiques, ce que tu commençais à dire et la façon dont tu le vois, peut-être ça a évolué parce que c'était en 15 ans et que je pense que le post-numérique, ça décrit surtout en fait ce trajet qui se fait sur 15-20 ans, et c'est aussi ce qu'on évoquait sur le net art, sur lequel je voudrais qu'on revienne après. C'est cette distance-là en fait que ça raconte, je pense, cette question. Oui, c'est surtout sur l'accessibilité des ressources. Donc avant, le numérique était plutôt utilisé par les industries, et donc moins par la communauté artistique. Et aujourd'hui, peu à peu, on va emprunter aux industries, en fait dans mon cas, dans le cas d'un artiste. Et puis ces produits-là qui sont plus accessibles et moins chers surtout. Et on en fait ce qu'on en veut avec les communautés, comme je disais tout à l'heure, qui épaulent. Les ressources sont plus faciles à aller chercher. Donc, ils ont mis à notre disposition des ressources. Et puis aujourd'hui, j'ai remarqué que autant l'industrie se ressource des artistes. Donc, on peut retrouver par exemple des composantes qui n'étaient pas disponibles sur des sites industriels de composantes électroniques. Et puis maintenant, le son, puisqu'ils ont
développé. En fait, il y a eu une demande qui est apparue. Donc, quand on pense au produit Arduino, j'imagine que vous connaissez plus ou moins. Donc, en fait, peut-être que tu peux définir juste rapidement pour Côté open source matériel. oui, ok. expliquer ce que c'est rapidement. Donc maintenant, aujourd'hui, par exemple, si on veut utiliser un thermomètre digital à partir d'une plaquette Arduino, on n'a qu'à taper dans Google le nom du thermomètre, et puis on a une librairie qui vient avec la composante qu'on a juste à intégrer dans un code. Donc c'est tout simple, et puis il y a des exemples, et ça nous amène à utiliser ces composantes-là qui sont numériques et qui sont vraiment plus faciles à travailler qu'autrefois. Donc, cette accessibilité-là. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que on parle d'art, on pourrait parler d'école d'art, on pourrait parler d'enseignement. On enseigne tous plus ou moins ici. Toi, on va dire, tu fais des workshops, j'imagine, de temps en temps. Ça m'arrive. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est, moi j'enseigne depuis un petit moment, et mon travail, je l'ai vu aussi complètement métamorphosé par le numérique. Et tu viens de le dire. Aujourd'hui, je tape Arduino, Sketch, Sensor, et puis j'ai la réponse à ce que je voulais. Je peux faire un copier-coller. D'ailleurs, l'open source, c'est un monde de générosité. Donc, le monde a totalement changé, y compris le monde de l'enseignement, y compris aussi, évidemment, peut-être surtout dans les écoles d'art, où il ne s'agit plus de transmettre un savoir-faire, mais plutôt de créer le contexte de l'émergence d'œuvres en accompagnant. Et ça, je pense que ça dit aussi, quand tu parles de l'open source, je trouve que c'est très intéressant ce qui s'est passé, on pourrait dire, ça a commencé avant, on va dire ces 15 dernières années, 15, 20, parce que c'est né avec Linux. Ça a évidemment refaçonné totalement un certain nombre de pratiques artistiques, et là, en l'occurrence, la tienne. Oui. Merci. Alors effectivement, ça, je voudrais qu'on revienne dessus parce que c'est présent un peu dans ce que vous dites tous les trois, c'est-à-dire que le post-numérique, avec des guillemets, en tout cas, c'est des pratiques qui vont changer, donc des écosystèmes aussi de production et du design et des œuvres d'art, et comme tu le disais plus généralement, de la connaissance qui ont changé. Mais avant, sur cette question de, peut-être pour voir la distance et le chemin qui a été parcouru, vous avez tous les deux mentionné la différence avec le NetArt, Anthony pardon, et Dominique. Est-ce que vous pouvez juste développer un peu ça, en quoi ce qu'on appelle aujourd'hui l'art post-internet, post-numérique, se différencie de ce qu'on a appelé le net art et l'art numérique? Justement, ça tombe pile à propos, parce qu'on a ici une œuvre véritablement de post-internet et pas de net art. C'est intéressant d'ailleurs quand on dit net art, c'est l'art de l'internet. Internet, origine, années 60, 70, 80, universitaire. Hein. En fait, le temps, il y a deux temps de basculement dans Internet, à mon avis, c'est le début du web, et donc les œuvres, finalement, souvent, celles qu'on qualifie de net art, souvent c'est des œuvres de web art, c'est-à-dire que ce sont des conséquences de l'usage du web détourné. Et puis il y a eu un deuxième temps très intéressant qui nous a tous, selon les âges, qu'a modifié notre rapport à l'Internet, qui est le temps de la participation. Donc on va dire, tout le monde se met globalement au web au milieu des années 90 et tout le monde participe au milieu des années 2000, jusqu'aux commentaires dans les supports dans lesquels tu as travaillé, qui étaient plus longs que tes articles, et pas toujours plus intéressants d'ailleurs. Enfin bon. Mais cette question de la participation, elle est très intéressante. Et ça nous renvoie aussi à l'idée de participation dans l'art contemporain, qui elle est très ancienne. On pourrait penser à Dada, on pourrait penser à pas mal de mouvements où on attend quelque chose du spectateur. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le net art, comme on l'a défini, on va dire au milieu des années 90, c'était des productions qui étaient faites avec des outils numériques pour être diffusées sur l'Internet, qui pouvaient accessoirement, on pouvait brancher un projecteur dans un lieu et le projeter dans une salle blanche, noire, peu importe. Mais c'est des œuvres qui étaient faites pour Internet, qui parfois se nourrissaient de l'Internet, mais pas obligatoirement. Or aujourd'hui, on est passé, à cause du White Cube, en partie du marché, mais pas que, hein, parce que c'est pas non plus le marché qui décide de tout. On est passé dans un monde où les œuvres ont une forme de nouveau. Et d'ailleurs, quand tu parles de maker, on pense Fab Lab. On a vécu, pour les plus anciens ici,
dans les années 90, une époque où on voulait virtualiser le monde. C'est la grande époque du scanner, on voulait tout scanner. Aujourd'hui, le scanner à plat, il est moribond parce que tout est numérique, donc on n'en a plus besoin. Et aujourd'hui, au contraire, ce qui nous fascine, c'est l'imprimante 3D, c'est-à-dire de redonner forme, et on peut toucher, ou la découpe laser, et on peut le faire par soi-même, avec ces cultures justement do it yourself, etc., do it together. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on a eu une période où on allait vers le virtuel, et on peut considérer qu'aujourd'hui, à part la singularité, peut-être qu'on en parlera, où là on est dans le post-mortem, mais si on reste dans l'art et dans le numérique post-numérique, on a eu un temps où l'Internet était un lieu de démonstration, où on se voulait d'échapper au monde des galeries, comme le net art le land art a voulu échapper aux galeries pour mieux y retourner avec la documentation. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où les galeries ici, Paris, Madrid, Berlin, Londres et ailleurs, souvent montrent des objets d'art qui ont une physicalité qu'on peut toucher, ou c'est interdit, mais dont les idées, dont les matériaux sont extraits de l'Internet. Donc finalement, on pourrait dire que dans les années 90, 2000, 2010, on a eu des va-et-vient, peut-être par la fascination, le désir d'y aller, et le désir aujourd'hui d'en ressortir. Mais pour en sortir, il faut y avoir été, donc on est dans l'après. Après, dans le net art, moi j'ai aussi une dimension assez contestataire, enfin, presque un refus de l'informatique en tant que science de l'information, avec les théories de Shannon et Weather, destinataires, etc. Dans le net art, c'est pas du tout ça. C'est un jeu sur le signal, sur les formes, quelque chose de beaucoup plus libre, et une façon d'échapper petit à petit à la commercialisation ou à la mise en marché du web. Enfin, en tout cas, dans le travail de Jody, par exemple, c'est assez flagrant. C'est pas des sites web qui ressemblent à Amazon ou à Microsoft. Enfin, il y a quelque chose de très fort, et du coup une liberté assez intéressante au sein du réseau pour critiquer ce passage que Fred Turner il dit que c'est le passage de la contre-culture à la cyberculture. Donc il me semble que dans les art, il y avait une dimension assez militante. Est-ce qu'elle est encore présente dans ces œuvres qu'on voit en ligne en tant que traces d'objets en quelque sorte? Enfin, la plupart des gens ne voient pas les objets qu'en photo, comme en architecture. La plupart des bâtiments, on les connaît qu'en photographie. Donc d'ailleurs, beaucoup sont aujourd'hui conçus pour être photographiés. Et peu importe les qualités spatiales ou de lumière qu'on a dedans, c'est presque plus la question. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais je voulais revenir sur la distinction entre numérique et analogique quand même. Je vais m'y risquer. Alors je vais le dire assez simplement, enfin je vais essayer. C'est que pour moi le numérique est un concept plus large et plus abstrait que l'informatique. On pourrait essayer de le définir comme la capacité à diviser une information ou quoi que ce soit en données, enfin en segments délimités. Donc par exemple, un piano, vous avez des notes, elles sont découpées, ou alors, évidemment, donc en informatique, c'est le binaire, mais c'est quelque chose qu'on retrouve bien au-delà des signaux électromagnétiques des machines, et qui préexiste du coup à l'incarnation dans ce qu'on appelle aujourd'hui les ordinateurs. Donc il y a toute une généalogie, depuis Raymond Lull, Leibniz, etc., qui va jusqu'à Turing et après l'ordinateur, mais ça préexiste. Et l'analogique, ce serait ce qui du coup ne peut pas se diviser. Donc un son ou un vinyle, donc c'est quelque chose qui ne peut pas se diviser, et une fois qu'il est divisé, devient numérique. Alors après, c'est très compliqué, parce que du coup, si vous prenez par exemple un écran LCD qui est composé de pixels, alors oui, c'est divisé, mais une fois que la lumière est reconstituée et qu'elle passe dans la perception, dans l'esthésis, elle devient analogique. Donc finalement, la frontière, elle est très floue, y compris dans les machines. Le code informatique, il n'est pas abstrait, c'est pas quelque chose de purement mathématique. Il faut bien que ce soit du voltage qui passe dans des puces, etc. Si ce n'était pas le cas, votre ordinateur, il ne planterait jamais. C'est bien ce qui est une matérialité dans la machine, entre autres, que les bugs apparaissent. D'ailleurs, à l'origine, c'est bien un petit insecte, un bug, une mouche qui fait détraquer le système. Donc du coup, finalement, la distinction, y compris dans les machines électromagnétiques de pointe, entre analogique et numérique, elle est très ténue. Donc peut-être que c'est une des raisons qui peut expliquer cette éruption de la matérialité dans ce qui ferait suite au net art, en tout cas dans les courants de l'art. Peut-être c'est une explication possible, mais en tout cas, dans des personnes qui ont essayé de théoriser ou de mieux comprendre ce courant artistique du post-digital, c'est... Du coup, oui, voilà, c'est pas qu'un rejet de la technique. Du coup, le numérique est plutôt à comprendre comme un milieu, un peu comme les artistes du pop art qui travaillent avec les matériaux de la rue ou de la consommation. En fait, on a autour de nous tout un tas de choses qui sont du coup numérisées, mises
en signaux discrets et on va les utiliser parce que c'est le matériau de l'époque, en fait, tout simplement. Ce qui n'était pas le cas à l'époque du NetArt, où du coup les technologies numériques étaient encore associées à du high-tech, à quelque chose de pointe. Et si vous cherchez aujourd'hui digital dans Google Images, vous allez trouver des images sans doute hyper kitsch de science-fiction avec des chiffres sur fond bleu ou sur fond vert qui correspondent encore à une fascination, une abstraction qui n'a pas grand sens, alors qu'aujourd'hui le numérique est devenu banal, donc il y a une sorte de désenchantement qui exprime peut-être, je ne les vois pas, mais certaines œuvres qui défilent derrière nous. Tu peux juste réagir par rapport à Jody. On peut montrer quelques images. Ouais, mais je voulais évoquer celle-là justement parce que Jody, c'est de l'accident. Son site web, c'est du code. Donc, du code vert sur un fond noir, on peut le montrer, mais on peut se l'imaginer. Et tout à l'heure, je crois que c'est sur l'erreur en art. Donc, on va dire que le travail de Jody, c'est une forme de critique initiée il y a, dans les années 90-2000. Ça, c'est une œuvre qu'on pourrait qualifier, qui est exposée chez Transfer Gallery, Brooklyn, catégorie post-internet, qui s'appelle Clément de Valla. Il doit avoir 10 ou 15 ans de moins que Jody. Et c'est des photos qu'on expose en white cube dans le monde de l'art contemporain, et ça s'achète. Soit dit en passant, Jody aujourd'hui a des collectionneurs comme Ampus Lindwall qui achètent Jody sur le marché. Donc le monde change aussi pour Jody, qui est très critique quant au marché, mais qui vend ses œuvres. Et ça, c'est intéressant parce que c'est de la photo. Comme tout à l'heure, on a commencé, et on revient à la photo. Un jour, Jean-Louis Boissier, dont tu connais évidemment le travail, avait dit dans une conférence comme celle-là, ça m'a fait vachement réfléchir. Je crois que la photographie, c'est le média vainqueur du XXe siècle. Je me demande si ça continue pas à être le média le plus important de ce XXIe siècle. Mais passons. Ça, c'est intéressant parce que Clément de Valla, comme John Raffman, parcourt l'Internet. Ça, c'est en Suisse, parce qu'en Suisse, il y a des monts et des vallées, et qu'il y a quelques années encore, aujourd'hui sans doute, les algorithmes de Google, avec les satellites connectés, le 3D, le rendu 3D, etc., ne savaient pas, ne sait toujours pas totalement, il y a encore des erreurs, faire les modèles 3D de cette route qui est sur un pont et qui passe une rivière entre deux montagnes. Donc, ça faisait un écroulement. Alors moi, ça me renvoie aux années 90, ça me renvoie à Paul Virilio, qui nous parlait avec beaucoup de méfiance de l'Internet et de la catastrophe qui devenait globale. Et ça, on le voit dans le monde entier, des ponts qui s'effroulent. Et moi, je dis, c'est le monde qui part en fumée. Et hier, j'ai regardé un documentaire sur les années 60, initié par le Vietnam, où on parlait des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, etc. Le monde a déjà failli s'écrouler plusieurs fois. On n'en est pas loin aujourd'hui, d'ailleurs, jour de manifestation ici. Donc, ce que je veux dire, c'est que finalement, dans cette culture post-internet, où peut-être on travaille autrement, on documente autrement, on peut être aussi très critique avec des œuvres qui pratiquent une forme de critique un petit peu sous-jacente, où il faut aller les chercher, où finalement on se moque de Google en même temps, qui est l'ultra leader. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça aujourd'hui qui sont peut-être moins directes dans la critique de la société, quoique, je dirais. Mais ça, la critique dans l'art contemporain, ça, je pense, ça a toujours été. On n'est pas obligé, mais même dans ton travail, finalement, Samuel, on ne peut pas dire que ce soit une critique politique directe, mais on peut, en deuxième lecture, dans ces possibles échecs de ces machines qui échappent même à ton contrôle, dans un monde où on voudrait tout contrôler, on peut leur trouver aussi une poésie, un tantinet politique. Pardon. Oui, j'aimerais continuer avec ce qu'Anthony a dit tout à l'heure concernant la conversion analogique et numérique. Il y a derrière tout ça, et on ne le voit pas, derrière toute chose, par exemple une LED. C'est quoi? C'est une réaction analogique, en fait. C'est un gaz qui, quand on l'active, émet une lumière. Une réaction, le micro avec lequel je parle, c'est une réaction par rapport à la vibration. Donc, il y a aussi un échec ici au niveau des composantes numériques, si on veut, avant de diviser, comme le disait Anthony, des frames, ou qu'est-ce qu'on peut dire aussi, l'échantillonnage, par exemple. Avant cette division-là, donc chacune des composantes ont des tolérances, donc un pourcentage d'échecs qu'on pourrait utiliser. Excusez-moi. Donc, c'est ces échecs-là qui pourraient être comparables à l'analogie. Si on pense à analogie, on pense aussi à échec, je crois. Puis, je crois qu'il faudrait
se pencher sur cette question-là, que derrière le numérique, il y a aussi l'analogie. Donc chacune des composantes, peu importe, est à la base analogique. En fait. C'est comme être capable de, par exemple, le système de chiffres qui est numérique, ça a été une invention de l'humain. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a cette raison-là de toujours quantifier. On a l'impression que le numérique, c'est magique, si on veut. Mais on peut toujours quantifier. Il y a un échec à quantifier le monde, je pense que tu veux dire. C'est que cette prétention du numérique à tout calculer, à mailler notre réalité, à but contre du coup l'infini, qui lui se laisse pas diviser, quoi, en quelque sorte, si je le dis en termes plus abstraits. Mais... Exactement. On peut toujours diviser un segment entre 2 points, en fait. Ça, les intervalles résistent. Parce qu'il y avait ça en même temps, et on pense à tes machines autonomes. J'encourage à visiter le site de Samuel avec des œuvres, moi, que tu le sais, j'adore, que j'expose, sur lesquelles j'écris. Et ça, c'est une œuvre d'un artiste que tu pourrais connaître, Stephen Graber. Oui, j'ai vu. Voilà. Et il y a sa part matérielle, et je trouve ça vachement intéressant. Je la trouve aussi assez contemporaine, même s'il y a eu un artiste il y a 15 ans qui a fait quelque chose d'assez proche, à une période un petit peu différente. Ça, c'est Stephen Graber. C'est un serveur, on peut se connecter avec un ordinateur, un téléphone, et puis on clique sur un bouton, et puis c'est tout. Sauf que quand on clique sur un bouton, dans l'espace d'exposition, ça pourrait être ici, il y a 2 marteaux, avec Cédric Huchet qui organise le festival. On a vu cet artiste-là ensemble il y a quelques jours à Linz, à Ars Electronica, un festival d'art numérique. Il y a des marteaux analogiques, des vrais marteaux qu'on trouve dans nos garages, qui tombent sur le serveur et qui vont 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 3 fois, en général, ils lâchent. C'est pour ça qu'il y a des pièces de rechange. Est-ce que les serveurs pièces de rechange sont considérées comme œuvres alors qu'elles sortent de chez Darty, rayon multimédia? Ou est-ce qu'elles deviennent œuvres quand possiblement elles sont fragilisées par le spectateur qui, en cliquant sur un bouton, relâche des marteaux? On est vraiment, quand tu évoques cette question de l'analogique et du numérique, je pense qu'on est passé évidemment de l'analogique au numérique. Peut-être qu'on y revient avec Maker Fab Lab, mais en tout cas, on a toujours été dans cet entre-deux, et c'est peut-être justement dans l'entre-deux qu'il y a des œuvres que je trouve extrêmement intéressantes, où elles ont une part de numérique, une part matérielle, comme dans les tiennes notamment, dans une assiette, des petits pois qui tournent. Une part d'aléatoire. Voilà, oui. Et puis là, on revient sur des choses assez proches du land art ou de l'arte povera. J'ai l'impression des œuvres qu'on doit réactiver tous les jours, donc ça pose des problèmes de conservation aussi. Mais c'est pour ça que c'est drôle. Mais d'ailleurs, là, ce que tu disais, Samuel, sur la question de, en fait, sortir d'un bref moment de fascination, c'est aussi parce que beaucoup d'œuvres qu'on regroupe, que les gens qui en tout cas utilisent le terme post-numérique regroupent sous ce parapluie, c'est des œuvres qui ont une forte dimension critique, où il y a aussi souvent... comme on le disait, de la matérialité qui revient. C'est par exemple, je pense à des œuvres qui s'appellent les reliques du futur, je crois, au Future Relics, et c'est des espèces de... comme si on trouvait aujourd'hui des iPods, mais dans 200 ans, ce que donnerait en fait nos outils de pointe soumis à l'usage du temps, à la dégradation. Voilà. Et je me demande si, en tout cas, ces œuvres-là dont on parle avec divers mots depuis tout à l'heure, est-ce que le rapport qu'elles ont à nos technologies, c'est-à-dire un peu de désillusion, démystifier, de remettre au centre l'erreur, l'imparfait, c'est pas aussi un peu parallèle, et c'est aussi pour ça qu'on avait pensé à cette table ronde, à un moment aussi social dans lequel on est, par rapport à une désillusion peut-être un peu plus générale sur... les promesses du net telles qu'elles avaient été annoncées dans les années 90 et aujourd'hui où c'est quand même de plus en plus associé aux questions de domination économique, enfin monopole économique, surveillance, colonisation de divers domaines. Voilà, est-ce que ça peut aussi se lire comme ce signal-là, quoi? Oui, c'est ce que dit Florian Kramer, qui a écrit un article sur le post-digital, c'est que pour les générations d'aujourd'hui, Internet n'est plus du tout un espace d'émancipation ou de liberté, mais un espace de surveillance et complètement capitalisé. Enfin, évidemment, il y a toujours des poches et c'est réversible, mais en tout cas, pour l'instant, dans l'ère post-Snowden dans laquelle on est, c'est plutôt sombre. Donc, en tout cas, peut-être que le post-numérique, il y a quelque chose, je ne sais pas, de rejet de l'innovation,
ou de promesses du futur, de promesses positives. Je pense à la revue Wired, la revue californienne, un peu l'antre des startups, ou en tout cas où le progrès est associé immédiatement à des valeurs positives, ce qu'on retrouve aussi dans l'innovation. C'est que la technologie va résoudre ou solutionner à terme tous les problèmes du monde, le chômage, la pauvreté, voire même l'écologie. On va bien trouver un algorithme qui va sauver la couche d'ozone. Et peut-être qu'on n'y croit plus à ces récits d'émancipation, et qu'on est dans un désenchantement, mais qui ne veut pas dire que la création s'arrête. C'est pour ça que le post, moi je le comprends plutôt comme post-apocalyptique. Une fois que l'apocalypse est passé, en fait on continue, c'est les conséquences, mais c'est pas forcément en termes chronologiques en fait, c'est plutôt en termes de milieu et de changement d'attitude que je comprends ce post. Et puis je pensais en faisant des pas, je trouve que c'est toujours intéressant de faire des parallèles, puisqu'on est dans l'après, de parler aussi de l'avant. Et on sait que par une photographie, que Andy Warhol, à la fin de sa carrière, de sa vie, on le voit devant un ordinateur beige à tube. Et il y a un artiste, Corey Arcangel, qu'on qualifie de pop à l'ère de l'Internet, qui a acheté les disquettes. Je suis pas sûr qu'elles soient lisibles, mais c'est intéressant de voir comme ça qu'il y a des générations comme ça qui se suivent, et dans une certaine mesure, Corey Arcangel, c'est une façon d'être un artiste pop, mais à l'ère du numérique. Je vais donner un exemple, moi, que j'avais exposé. C'est il a commandé sur Internet des pulls de la marque Lacoste, des t-shirts. Donc déjà, il les commande sur Internet, c'est déjà numérique, c'est déjà post, après, pendant, peu importe, on s'en sert. Il les a reçus, il les a scannés, donc il a utilisé cette vieille machine qui permettait encore, quand tout n'était pas numérique, à numériser, et il imprime pour les montrer sur des murs. Donc les gens, ils ne savent pas bien ce qu'ils regardent, il y a un côté très pop art, mais effectivement, commandé, reçu, scanné, à l'ère du numérique, et ce n'est pas le numérique qui l'emporte. Alors, je veux encore dire une chose aussi, moi j'aime beaucoup les détails, et m'intéressant à ces questions depuis un petit moment, j'ai vu des choses évoluer. Le cartel, dans les festivals comme celui-là, il y a 20 ans, il fallait quasiment expliquer ce que c'était, 20 ans ou plus, HTTP, Internet, réseau, serveur, il fallait faire acte de pédagogie. Aujourd'hui, il me semble, quand on montre des œuvres qui viennent, qui sont, ou qui critiquent l'Internet, on ne va pas expliquer l'Internet. Donc au début du web, il fallait être pédagogique, au début des ordinateurs, il fallait être pédagogique, au début des capteurs, il fallait être pédagogique, et aujourd'hui, comme les capteurs, on en a, je ne sais pas combien, peut-être 30, 40 sur nos téléphones, un usage excessif de l'Internet, on n'a plus besoin de nous expliquer ça. Donc sur les cartels qui documentent les œuvres... Peut-être qu'on devrait. Peut-être qu'on devrait. Parce que du coup, les sections web Internet, les capteurs et tout, c'est des mots qui ne sont pas du tout maîtrisés par le grand public. Et peut-être c'est quand même un problème. Oui. Alors je dirais on le fait pas assez, mais en tout cas l'information elle existe, on peut aussi aller la chercher. Mais le fait est que sur les cartels aujourd'hui, et c'est pour ça que moi j'ai appelé mon livre L'art au-delà du numérique, pour dire, et si on s'intéressait aux œuvres elles-mêmes sans s'intéresser aux composants plus ou moins numériques qui les constituent, qu'il fallait expliciter il y a quelque temps, et aujourd'hui je pense qu'on peut passer à autre chose. Et puis je veux juste terminer, comme il y a une œuvre qui passe, beaucoup de gens connaissent cette image, de moins en moins, parce qu'elle est déjà un petit peu ancienne. C'est peut-être le paysage en image qui a été le plus vu dans le monde, bien au-delà de Jacob van Ruysdael, le grand peintre hollandais de paysage, bien au-delà d'Eugène Boudin, pas loin, qui peignait les bords de mer. Bien plus que tous ces peintres et photographes, c'est l'écran, rappelle-moi, Windows XP, hein, et c'est une colline verdoyante, Bliss, qui a été photographiée par un photographe, peut-être même en argentique, en Californie, et Windows se l'est approprié. J'espère qu'il a bien vendu son image, et c'est devenu le paysage que tout le monde connaît, que dans les administrations, tout le monde a connu pendant des années, avec sa famille dessus. Donc ça, c'est des artistes, un couple, c'est... Émilie Brou, Maxime Marion, qui ont été chercher, que tu connais, qui ont été chercher quantité sur Internet d'images qui citaient celle-là, mais qui avaient été refaites avec Minecraft, qui avaient été refaites avec un logo Linux, donc anti-Windows, avec tout un tas d'interprétations. Donc l'œuvre, elle est née
C'est pas la Silicon Valley, c'est dans la Napa Valley, là où il y a le vin. Il y a aussi des photos où maintenant il y a des vignes. Donc c'est en tirage lenticulaire. Donc c'est quand on regarde une image, on en a plusieurs comme ça. Le mouvement du spectateur fait les différentes images. C'est un outil publicitaire. Donc c'est intéressant aussi de voir ces va-et-vient comme ça qui se font. Et là, il me semble, on est vraiment dans l'après. Là, on est dans l'après cette version de Windows, de toute façon. Ça questionne notre rapport à l'image, notre rapport au paysage. Je trouve que c'est... Voilà. Là, on est plus proche du pop art, de la récupération, voire du ready-made dans ces pratiques-là, quoi. Tout à fait, tout à fait. Si Étienne Cliquet, c'est un artiste qui travaille dessus, Tout à sur fait. ce qu'il appelle l'esthétique par défaut, donc de prendre des choses par défaut qui nous entourent et de les révéler comme telles. Mais extirper des contenus, des idées amateurs peut-être, on pourrait parler de la frontière amateur-professionnelle aussi, extirper des choses, les assembler, les associer, les fusionner pour les contextualiser dans l'espace muséal ou de la galerie, c'est une pratique de l'appropriation. Et l'appropriation, on pourrait aller à Max Ernst qui faisait des collages et qui disait c'est pas la colle qui fait le collage, mais c'est le ramage qui fait le plumage, quelque chose comme ça, ou l'inverse. Enfin bon, c'est une belle phrase, incomplète. Mais je veux dire, la question du collage grâce à Photoshop ou GIMP, elle n'est pas nouvelle. La fusion des images aux différentes provenances au travers d'un moteur de recherche, finalement, elle s'ancre dans les pratiques du collage qui sont liées à l'imprimerie et à l'imprimerie offset aussi, à l'imprimerie de masse. Et justement, là, je rebondis sur ce que tu disais, la frontière entre amateurs et professionnels. Effectivement, c'était une des grandes promesses du web social au début des années 2000. On allait entrer dans un monde où de moins en moins ces différences seraient opérantes, puisque tout le monde écrit, tout le monde produit de l'art, tout le monde produit des images, etc. Sauf que j'ai pas le sentiment que c'est ce qui se soit produit. Alors, puisqu'on parle aussi quand même un peu en filigrane, c'est des illusions diverses, en tout cas des choses qu'on a espérées dans les années 90 qui ne sont pas produites, où on en est de cette question entre l'artiste et l'amateur, surtout quand il y a des œuvres de curation qui mélangent plein d'images trouvées, de choses créées en ligne, mais ça n'a pas nécessairement le rôle de l'artiste, le statut de l'artiste. Moi, je suis d'accord. Et alors après, c'est aussi une question de contexte. Moi, j'aime bien regarder en ligne, gratuit, l'œil de Lynx, les liens de Canal+, qui sont des petites pépites créatives, qui sont pas toujours de l'art, mais ça dépend aussi de où c'est montré. Un urinoir là-bas, c'est aux toilettes. Au MoMA, c'est une œuvre d'art. Donc, puisqu'on parle d'appropriation, revenons à l'une des origines, si ce n'est l'origine, c'est-à-dire Marcel Duchamp. Donc, en revanche, si on peut dire, et c'est, excusez-moi, mais c'est Beuys qui disait qu'on était tous artistes. Mais bon, il était déjà un peu menteur, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus artistes, Kov James Koons, en tout cas si on compte son compte en banque, ou Maurizio Cattelan. Mais indépendamment de ça, il me semble qu'il y a quand même des artistes qui émergent aussi de l'Internet. Là, c'est Grégory Chatansky, il a eu un grand usage de l'Internet, et je pense que ça a participé dans le fait qu'il existe aujourd'hui dans le monde de l'art. Mais surtout, je crois que cette fusion ne s'est pas faite comme on s'y attendait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui prennent du contenu amateur pour faire œuvre et qui signent l'amateur ou les milliers, centaines de milliers d'amateurs qui ont fait ces sons ou ces images et qui les ont mis sur Facebook, Instagram, s'en moquent éperdument. C'est pas une question de vol, c'est une question d'appropriation, pas de citation, d'appropriation, c'est pas pareil. Donc la fusion média amateur, média artistique, elle a eu lieu. C'est quand même l'artiste qui signe. Et puis ça, je dirais que finalement, c'est peut-être pas si mal non plus, quoi. Oui, après il y a aussi des amateurs qui font les œuvres d'art sans le savoir. Enfin, sur YouTube, c'est assez intéressant. C'est Nicolas Telly, chercheur à Rennes 2, qui a étudié ça. Par exemple, la vidéo de Warhol où il dort pendant je sais pas combien d'heures. En fait, c'est un fake, mais peu importe. Et du coup, quand il voit aujourd'hui des gens qui se filment en train de dormir, c'est assez intéressant de voir qu'il y a quelque chose dans l'histoire de l'art qui est très profond, sans que ces choses-là soient connues. Mais peut-être ça a imprégné l'époque et qu'on fait des revivals d'art en tant qu'amateur, sans s'en rendre compte. Et pour revenir sur les Fab Labs dont tu parlais, Claire, en tout cas dans le champ du design, moi je suis assez sceptique. Enfin, je trouve que le design en tout cas n'a pas encore trouvé sa place dans les Fab Labs. On produit des objets, certes, mais tous les objets sont pas forcément ne relèvent pas forcément du champ du design, et c'est souvent anecdotique, donc des porte-clés en forme de personnages connus, vous voyez. Malheureusement, alors oui, dans le champ de la récupération de l'écologie, ça peut avoir un intérêt, peut-être qu'il y a des promesses de récupération, mais pour l'instant, on est encore pas très loin du gadget, malheureusement, parce que c'est une culture
encore très, très marqué par des sciences de l'ingénierie, et que du coup, des conceptions... oui, enfin tout ce qui fait les designs, enfin des questions de fonction, d'usage, de service, etc. Enfin mettent encore du temps. C'est pas une fatalité. Hein. Je parle aujourd'hui, ça a peut-être changé, j'espère. Mais on est encore dans la fascination des machines pour les machines, d'imprimer plus vite, de façon plus solide, etc. D'améliorer des découpes. Mais finalement, ce qu'on fait avec, enfin détrompez-moi peut-être dans les questions, vous pourrez me contredire, mais j'ai pas l'impression que ça ait produit beaucoup d'objets intéressants, enfin objets spécifiques à ces endroits-là. On peut refaire des objets qui existaient avant et c'est peut-être déjà pas mal, mais il me semble pas que ça ait produit grand-chose, donc à suivre. Samuel, toi, je sais pas, toi de ton point de vue d'artiste, est-ce que tu as vu cette frontière bouger ou Par rapport aux Fab Labs? Par rapport à l'amateur au sens très large, donc y compris les Fab Labs. Oui, de plus en plus d'amateurs, mais qui donnent parfois de bons résultats. Et c'est vrai qu'on peut retrouver vraiment des produits, c'est surtout des gens comme hobby, ils vont là pour passer le temps, par exemple, où on peut retrouver des machines à coudre. C'est un lieu de création, mais pas nécessairement de création qui donne lieu à des objets de design. C'est plutôt des objets qui sont pratiques, comme des porte-clés. Mais moi, j'y vais, c'est une façon économique de rentabiliser. Donc, j'ai une idée, je ne vais pas là pour créer. En fait, par exemple, j'utilise souvent une imprimante, pas une imprimante, mais une découpeuse laser. Donc, au lieu d'aller voir une compagnie qui découpe pour moi, je le fais moi-même et puis j'économise. Puis le Fab Lab, c'est aussi un lieu qui s'est dépolitisé. Enfin, il y avait une promesse d'émancipation, comme tu disais Claire, mais aujourd'hui, on voit bien que c'est récupéré et que Bricorama ouvre des Fab Labs. Donc ça, c'est aussi un problème, c'est qu'il y a un changement de modèle aussi qui est lié à, tout simplement aussi à des contraintes économiques. Il faut rentabiliser ces lieux-là, c'est pas gratuit. Il y a des gens qui sont permanents, des machines, et que du coup, les marques ont très bien compris leur intérêt en termes d'image pour renouveler leur vieille image, quoi. Donc là, il y a une fusion des anciens médias et des médias supposés nouveaux, dans un tournant qui est pas très intéressant au final. Maintenant, moi je suis un éternel optimiste. Il y a une chose que je trouve intéressante dans l'usage de l'Arduino, par exemple, c'est que ça démocratise. Alors, c'est pas toujours comme ça qu'il sort des choses extraordinaires. Il faut du temps aussi, mais ça démocratise les pratiques possiblement du design interactif, par exemple. Et c'est vrai qu'Arduino, j'en ai encore acheté un. J'ai fait des progrès. Je te montrerai un film. Ça coûte $25 canadiens, à peu près, donc très peu. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand un média devient accessible à tous. On pourrait donner quelques repères. Kodak invente la pellicule, on peut tous faire des photos. Sa baseline, c'est vous prenez les photos, on s'occupe du reste. Il y a certainement des grands photographes qui ont émergé de ça. Le début de l'art vidéo, c'est une caméra Sony porte-à-pack qui coûte pas cher, moins cher, qui est légère. Et puis il y a une génération d'artistes qui vont se filmer dans l'atelier, qui vont montrer ça. L'Arduino processing, moi j'ai des étudiants qui ne seraient jamais mis à coder, puis c'est accessible, ils font des copier-coller, ils sortent des trucs, ils sont même surpris par eux-mêmes, alors qu'avant avec le C, il fallait des livres épais. Après, processing c'est créé par des designers, donc il y a peut-être une grosse différence par rapport au Fab Lab, c'est que c'est quand même des anciens des étudiants de John Maeda dans le MIT, section design, etc. Enfin, donc c'est pas tout à fait le même rapport aux machines que les impressions 3D. Mais... Oui, mais il me semble que Processing, l'auteur, c'est Kaseris, et que Kaseris se revendique plutôt artiste. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que Kaseris, quand il rentre dans un musée, comme à Chicago par exemple, il rentre pas par la porte de l'art, ou comme au MoMA, ces gens-là rentrent par la porte du design. Et ça, je trouve, c'est là où je félicite le monde du design, que tu représentes aujourd'hui. C'est une ouverture d'esprit que n'a pas toujours eu le monde de l'art, et une capacité à se mettre sur les technologies émergentes que n'a pas toujours eu le monde de l'art. Mais juste sur les petites émergences qui changent pas tout, mais quand même, YouTube devient célèbre. Nous promettait Andy Warhol, comme tu l'as dit, le monde change. Banksy nous dit maintenant, d'ici 15 ans, tu auras droit peut-être à tes 15 minutes d'anonymat. On n'est pas sûr. Encore une fois, le monde change. Mais ça, c'est un exemple intéressant sur l'inspiration. C'est-à-dire qu'à Paris, au Louvre, je crois que c'est gratuit ou quasiment, mais c'est des places limitées, c'est très peu cher. Tout le monde a le droit de venir faire de la copie. Et depuis toujours, on copie. J'imagine que Georges de la Tour a copié le Caravage. Je ne serais pas surpris, dans le bon sens du terme, j'entends. Il s'est inspiré.
les amateurs s'inspirent des professionnels. Et ben, il me semble aujourd'hui que les artistes guillemets professionnels s'inspirent des amateurs. Et ça, c'est un exemple, puisque c'est Ryan Trecartine et Lizzie Fitch, qui sont des artistes que le MoMA, Beaubourg, le MAM, la Biennale, les grands collectionneurs s'arrachent. Et ce sont des gens qui font, comme ici, des intérieurs un petit peu à la Ikea, mais surtout des films à la manière de YouTube, à la manière amateur, en se grimant, en se traitant de « Hey you bitch », mais comme on voit énormément de ces films amateurs, peut-être d'ailleurs certains font œuvre eux-mêmes sans le savoir, et ça je trouve c'est le summum de l'art, c'est quand on le sait même pas soi-même, c'est nous tous d'ailleurs. Mais donc je trouve intéressant que dans cette période de l'après, toutes ces découvertes, ben peut-être que le modèle, il a changé. Et qu'aujourd'hui, énormément d'artistes, on dit souvent comme les humoristes qui écoutent dans le bar pour médiatiser après dans la salle de spectacle, je crois qu'on vit dans un monde où les artistes regardent le monde au travers d'Internet et s'inspirent, contrairement aux générations antérieures qui se sont inspirées de génération en génération. Si ce n'est le réalisme en peinture qui a plutôt regardé le monde après avoir regardé les histoires, mais il y a quelque chose comme ça. Et je pense que c'est un bon point pour ouvrir aux questions. Effectivement, parce que comme vous l'avez vu, en gros, voilà, cette question du post-numérique, on va pas la résoudre ou y répondre aujourd'hui, mais voilà, on est donc, en tout cas, moi, ce que je retiens de cette conversation, mais compléter, c'est que on est dans le mode de l'après au sens où on est sorti du moment fascination, au moment où Internet, le numérique apparaissait comme une sorte de grande disruption, puisqu'on est dans l'état d'une banalisation, d'une normalisation, d'une invisibilisation aussi, au sens où c'est tellement partout que du coup ça devient à la fois un peu nulle part, de certaines désillusions, et en même temps, comme tu le rappelles, et c'est bien, parce que moi, toi, si tu es optimiste, moi, j'ai toujours tendance à être un peu pessimiste, donc c'est très bien, que ça n'empêche pas qu'il y ait des émergences et des choses émancipatrices quand même qui existent toujours. Voilà, mais du coup, on a une vingtaine de minutes pour des questions, si vous en avez. Alors, oui. On peut... Non, il faut le micro pour la captation vidéo. Bonjour, alors, je suis désolé, je suis arrivé à 14h04, donc j'ai peut-être raté quelques minutes, vous en parliez peut-être, mais moi je me posais la question, je me disais, ok, le post-numérique, c'est la fin de la fascination, c'est aussi quelque chose de très générationnel, puisqu'en effet, les générations des 25, on dirait 30 ans, sont là-dedans depuis toujours, donc pour eux, le numérique, c'est juste, voilà quoi, c'est le quotidien. Moi, je pense qu'il y a quand même un truc qui n'a pas été abordé, c'est justement l'esthétique numérique, et puis le post-numérique. Moi, quand je vois ce que fait... Samuel, par exemple, pour moi, c'est complètement post-numérique, il n'y a pas de doute. Parce que je veux dire, pour moi, le numérique, moi qui ai 49 ans, c'était les soirées techno avec du mapping, du VJing. Et donc tout vient de là, je pense qu'on l'a un peu oublié, avec l'esthétique Tron, les wireframes, l'esthétique glossy des écrans, utiliser des écrans vachement, fut un temps, ça a été la Kinect, détourner des outils numériques. Aujourd'hui, on s'en contrefout complètement de ça. Les jeunes artistes, ils sont plus du tout là-dedans. Le numérique s'efface complètement pour laisser place à une œuvre, en fait. Donc le numérique est là, bien sûr. Donc quelque part, justement, le terme post-numérique peut être un petit peu à discuter parce qu'il y a toujours de l'Arduino, tout ça et tout. Donc voilà, on est quand même un peu dans l'électronique, on va dire, si ce n'est numérique vraiment. Mais on a quand même des esthétiques vraiment post-numériques, quoi. On est presque vers un artisanat d'art, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est surtout au niveau de l'esthétique, moi, qu'on assiste à quelque chose de post-numérique. Après, parler de post-internet, etc., je pense que là, il y a eu plein de sujets qui ont été traités. Mais si on veut parler juste du post-numérique, je pense que la révolution, elle est vraiment esthétique. Aujourd'hui, on est dans des artistes qui font des dispositifs, des petites œuvres mécaniques, qui sont plus proches de ce que faisait Moholy Nagy dans les années 1920 que ce que faisaient les artistes numériques des années 90. Voilà, je ne me pose pas la question, c'est au niveau esthétique. Après je te passe la parole, mais je pense qu'il y a aussi plusieurs approches, et notamment quand vous dites il y a peut-être de l'Arduino, mais on est parfois face à des objets qui sont peut-être un petit peu trop lissés, ou peut-être que les composants sont cachés, et justement, et je te passe la parole, Samuel, en général, met à vif, c'est-à-dire que dans tes œuvres, quand il y a de l'Arduino, quand il y a d'autres composants que je ne reconnais pas toujours d'ailleurs, on les voit, on voit la couleur verte de la carte. Donc
l'esthétique, elle évolue, mais elle évolue dans plusieurs sens. Et il y a d'un côté, peut-être plus près du design dans le sens industriel, j'entends, des gens qui font extrêmement attention à la forme et oublient un petit peu ce qui fait marcher. Et il y a ceux qui revendiquent. Toi, on peut dire que tu revendiques les matériaux que tu utilises. Oui, le plus possible. En fait, souvent, les ordinateurs, on sait de quelle façon ils fonctionnent, mais on ne comprend pas la façon dont ils fonctionnent. En fait, j'essaie de m'exprimer en montrant le plus possible le fonctionnement de la machine. Donc, quand on regarde la machine, on voit de quoi elle est composée, les circuits, les capteurs, les petits dispositifs. Donc, ça fait partie d'une, si on veut, d'une discipline. Et c'est qu'il y a plusieurs disciplines. Donc, si on veut, les bricoleurs, comme je pourrais dire, utilisent les composantes que l'on pourrait retrouver dans les magasins en ligne. Mais il y a aussi les artistes qui utilisent les ordinateurs avec par exemple la Kinect, dont tu parlais tout à l'heure. Donc ça fait partie d'un autre art, j'ai l'impression, et pas directement lié avec les artistes qui aiment bricoler comme moi. Merci pour la question. L'esthétique, c'est central. Moi, j'ai une thèse en esthétique, donc je ne vais pas se dire le contraire. Et dans le champ design, c'est une question très importante. Là, on a un téléphone à plus de 1 000 € qui est sorti, qui est une boîte noire absolue, à tout point de vue. Mais du coup, il y a d'autres démarches possibles, peut-être plus proches des licences libres ou de l'open source, où on va chercher à faire prendre conscience de certaines choses. Mais c'est des vieux débats. Simondon disait déjà ça dans les années 50, de faire émerger le centre de fonctionnement de la machine, sans quoi il y a un risque d'avilissement de l'homme par la machine. Donc c'est des très vieux débats. Après, dans le champ du post-numérique, peut-être ça revient par l'usage d'autres matériaux, par des hybridations. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est même si des vieux médias reviennent dans ces œuvres-là, comme tout à l'heure les marteaux, ils ne sont pas utilisés comme avant. Ils sont imprégnés d'une nouvelle culture, d'une nouvelle façon de percevoir le monde, qui est du coup très intimement liée aux technologies numériques. Et que l'exemple du t-shirt était assez flagrant de ce point de vue-là. Même si des anciens matériaux sont utilisés, c'est plus de la même façon. Ou alors on peut penser, je sais pas, des blogs autour de fanzines. Bon, les fanzines dans les années 60, ça voulait dire quelque chose. Mais dès lors qu'ils sont numérisés, mis en ligne, c'est plus la même chose. Donc en fait, les anciens médias sont utilisés comme les nouveaux médias qui eux-mêmes ne sont plus nouveaux depuis déjà pas mal de temps. Non, effectivement, merci d'avoir soulevé ce point. Et puis moi, pour le coup, l'expression artisanat d'art, c'est vrai que moi j'ai aussi le sentiment qu'il y a pas mal d'œuvres, mais c'est parce que bon, c'est aussi des marottes, mais que ça dit quelque chose cette question de l'artisanat, quoi, aussi d'un désir contemporain, de retour au faire, d'une revalorisation vraiment, comme tu as utilisé le terme bricoleur, mais de de comprendre ce que l'on fait au lieu de prendre un ordinateur et ne pas comprendre exactement ce qui se passe. Quand on le fait avec des microcontrôleurs, avec des capteurs, j'ai comme l'impression qu'on va toucher quelque chose qu'on ne va pas toucher normalement. Oui, c'est ça, ouais, la question complètement pour ce mot un peu pédant, mais d'encapacitation, parce qu'on fait, parce qu'on sait comment on utilise, comment fonctionne ce qu'on fabrique, et puis aussi peut-être presque, moi je me demandais presque aussi un idéal de retour à offert, et je pensais au succès phénoménal de ce bouquin dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait Éloge du carburateur, qui est une traduction de l'américain d'un... De Mumford. Pardon ? C'est de Lewis Mumford. Oui, voilà, c'est ça. Je croyais que c'était dans la salle. Ouais. Oui, c'est ça. Et qui était parti pour un job de col blanc, un thésard, etc. Et qui raconte dans un livre qui a eu un succès mais phénoménal, qui est vraiment un phénomène de société aux États-Unis, comment il a tout quitté pour devenir réparateur de motos. Et il a fait tout un livre suivi d'un deuxième plus théorique sur l'importance de retrouver vraiment le rapport tactile, la fabrication, les ateliers, tout ça. Après, l'artisanat, c'est compliqué. Il y a aussi beaucoup de fantasmes autour de l'artisan, qui est enfin, voilà, faudrait faire l'histoire de ce terme-là, ça prendrait trop de temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a du mal à penser à faire avec le numérique. Et ça, c'est un problème. C'est que du coup, il y a aussi le risque d'une approche très rétrograde, complètement hors époque, dans retour à je sais pas quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt aller de l'avant que de retourner en arrière, quoi. Donc du coup, comment on avance, comment on habite l'époque aujourd'hui, sans faire référence à des techniques du passé. Mais alors, on peut les réinvestir, mais d'une autre façon. Enfin voilà, c'est... Je sais pas, j'ai quand même des problèmes avec son artisanat, en fait, surtout dans le design. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
J'ai entendu le mot cartel. Je crois que ça vient de vous. Éduquer, quoi. Éduquer, informer, voilà. 1999, Robert Doisneau, je sais pas, noir sur blanc, papillon vert. Bravo, merci Doisneau. C'est de l'art. Bon, bah oui. L'amateur, je sais pas, Duchamp par exemple, il a dit c'est pas l'artiste qui fait de l'art, c'est le spectateur en gros qui vient et voilà, Windows XP, je sais pas combien de fois je l'ai regardé ce paysage, merci. Je savais pas que c'était un paysage de Californie. Voilà. Mais c'est pas pour autant que je dis ça c'est de l'art. Néanmoins, ça m'a posé question. Je dis ce paysage il est vrai, il existe devant moi. Sur mon ordinateur, il existe quelque part dans le monde. Je ne m'étais pas particulièrement posé cette question-là. Mais en tout cas, en art artisanat, il y a un moment, le boulon, il n'a pas d'hier, quoi. La difficulté, il y a un moment, la révolution industrielle, post-industrielle, l'impressionniste, le post-impressionnisme, le post, il y a même une entreprise qui s'appelle Post, ou la Poste, peut-être, voilà, mais il y a des trucs, quoi. Il y a un moment où on a toujours besoin de prendre du recul sur ce qu'on fait. Et aujourd'hui, l'Internet, c'est bon, on peut savoir tout ce qu'on veut à minuit, à 5 h du matin, à midi. On se pose la question, on a la réponse. On a en tout cas des réponses. Est-ce que c'est la réponse qu'il nous faut? Mais l'art artisanat, moi, le Fab Lab, il y en a un à Nantes, pourquoi j'y vais pas? Il faut que ça reste la pièce unique. Sinon, après, une fois qu'on a fini, faut aller voir l'industriel, quoi, pour produire en masse, quoi. Hein, quelqu'un qui fait une imitation d'un Québécois pour gagner de l'argent en masse, quoi. Non, vous connaissez pas Gad Elmaleh, qui veut gagner des millions. Voilà. Bon, il faudra le regarder parce que... Bref, c'est... Je sais pas si j'ouvre une question, mais ça, le numérique, moi, j'ai joué aux échecs sur le vieux Mac OS X, je sais pas si ça s'appelait OS X à cette époque-là, mais... Et ce que vous dites, que je trouve intéressant, c'est en parlant des révolutions industrielles. Et je pense que chaque révolution industrielle génère ses œuvres, a ses propres œuvres. L'impressionniste, la photographie, c'est qui ont interagi, ces tendances l'une sur l'autre sont aussi des émergences d'une révolution industrielle. Et aujourd'hui, Jeremy Rifkin, un auteur américain, parle justement de cette troisième révolution industrielle. Et il parle justement beaucoup de la culture open source, du Fab Lab, de l'open data, de tout ça. Et il y a des œuvres qui sont conséquentes de ça. Quand tu citais tout à l'heure Nicolas Maigret, il a des pièces qui questionnent justement ces questions de la data, de son altération, de son partage. Et donc je trouve intéressant de remarquer qu'en effet, chaque révolution industrielle a ses émergences, ses pratiques artistiques, ses usages amateurs, artistiques qui s'entremêlent ou pas. Et c'est intéressant à regarder avec un peu de recul aussi. Alors aujourd'hui, le recul sur la dite troisième révolution, je ne suis pas sûr qu'on l'ait vraiment, mais ça n'empêche pas d'essayer d'analyser. Et certains critiques ou théoriciens le font. Mais sur le passé, c'est plus facile, sur l'arrivée de l'imprimerie, sur l'arrivée de la photographie. Quant aux médias, enfin, c'est fascinant, quoi. Et de voir les artistes qui émergent très très vite après ces émergences industrielles. Et même, pour terminer, là, dans la fin de mon intervention, j'évoque les nanotechnologies. C'est des choses qui ne sont pas toutes neuves dans le monde industriel, mais moi j'ai découvert il y a 2-3 ans, quoi. Comme beaucoup de gens, avec quelques artistes dans Sciences et Vie. Il y a déjà des artistes qui font œuvre avec. Alors, les premiers, c'est un petit peu, je peins un cheval sur un grain de riz, sauf que le grain de riz est tout petit. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais il y a un artiste qui s'appelle Frédéric de Wilde, qui lui sort un petit carré de noir qu'il qualifie du noir le plus noir du monde, parce qu'il est fait, je ne suis pas spécialiste, mais de nanotubes de carbone. Ça veut dire qu'il a un degré de réflectivité, de réflexion infime, ce qui fait que si on
texturer d'ailleurs cet ordinateur avec cette texture faite de nanotubes de carbone, il n'y aurait aucun reflet. Aucun reflet, ça ferait un trou dans l'espace. Alors dans l'absolu, ça intéresse Renault, je ne comprends pas pourquoi, ceux qui font de la peinture, je vois un peu plus. Il y a un artiste, Anish Kapoor, qui a acheté un procédé, qui a fait râler les autres artistes. Ça veut dire quoi? C'est comme si tu avais acheté le bleu phthalocyanine dans les années 90 en tube acrylique. Moi, je ne pourrais pas m'en servir. Donc, les nanos conséquentes de l'usage du numérique, dans l'après, il y a les bio, il y a les nanos, il y a toutes ces technologies qui sont les neuros, que tu connais mieux que moi, mais à chacune de ces technos, il y a des usages, et surtout, et ça je pense que c'est aussi assez contemporain, parce que le mot hacking, il est assez récent, il a peut-être plus de 20 ans, ça tu me dirais aussi, mais surtout des détournements. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans le détournement de ces nouveaux matériaux, de ces nouveaux outils, de ces nouveaux usages. Plus que dans l'usage, on est dans le monde artistique. J'ai presque envie de dire, par rapport au monde du design, encore plus dans le détournement, dans le champ de l'art. Il y a toujours un décalage entre nouvelles techniques et sa mobilisation à des fins artistiques. Mais après, est-ce que les artistes font des usages technologiques? Je ne sais pas si le mot usage, il est... C'est compliqué, mais en tout cas, oui, il y a toujours un décalage. Et souvent, d'ailleurs, comme tu disais, les premières formes d'art qui émergent avec de nouvelles techniques sont rarement intéressantes. Enfin, dans la photographie, le pictorialisme, tout le monde s'en fiche aujourd'hui, peut-être à juste titre. Mais pour qu'un Eugène Adjet émerge, c'est pas immédiatement, quoi. Donc il y a toujours un décalage entre du coup ces promesses d'ingénieurs, etc., et du coup des œuvres d'art qui font des choses intéressantes avec. Donc peut-être du coup ce que j'ai sur les Fab Labs, c'est un peu sévère, mais peut-être que c'est trop jeune. Et ce serait logique que ça émerge dans les prochaines années. Peut-être plus sous forme de remarque sur l'apprentissage. Vous parliez des cartels et il n'y a plus besoin d'expliquer, il n'y a plus besoin de la même pédagogie, enfin de la quantité d'informations. Moi je suis papa, donc j'ai des jeunes enfants, je suis professeur, donc j'ai des enfants un peu plus grands. Les digital natives, ok, ils manipulent, ils utilisent, ils voient l'usage. Après, de comprendre et de connaître d'où ça vient, sans doute pas. Je suis très d'accord avec la remarque d'Anthony. Maintenant, il y a besoin d'une pédagogie particulière et de beaucoup d'infos là-dessus. Moi, j'ai des étudiants de 20 ans qui pensent que leur téléphone est connecté à un satellite. Cette abstraction, enfin, vous disiez le numérique c'est magique, c'est quelque chose qui reste dans les têtes et il n'y a pas cette curiosité. Alors oui, sur beaucoup d'infos sur YouTube, des tutos et des choses moins intéressantes avec des chats qui tombent de tabouret, mais cette curiosité de qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les câbles, quels sont les protocoles, etc., c'est pas présent. Moi je vois dans le champ du design la réflexion de l'usage est vraiment là, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce que l'ergonomie se fait, comment est-ce qu'on crée une expérience, mais la partie technique qui est en dessous et qui est un peu l'histoire de tout ça est un peu cachée. Et puis ça c'est plus pour la partie design, j'ai une petite remarque sur la partie art. On a cette chance d'avoir Scopiton qui tous les ans nous amène des œuvres intéressantes à Nantes. Moi je vois une évolution côté d'œuvres qui étaient très interactives il y a encore 5 ans, avec des Kinect, avec des webcams, de la captation, et j'ai le sentiment qu'on va vers une interaction qui est beaucoup plus dissimulée, avec des choses qui interagissent avec des banques de données, avec de l'IA, avec des choses qui font rapport aux matériaux. Mais le spectateur, dans tout ça, si on lui enlève le cartel et s'il n'y a pas un médiateur qui va lui expliquer un peu d'où ça vient, ça devient compliqué. On repart vers ce qu'on a connu avec l'art contemporain à une période. S'il n'y a pas cette médiation et cette explication, cette pédagogie, on peut facilement passer à côté. Là, je veux juste réagir en disant que je suis totalement contre la suppression du cartel. Cette tendance de l'art contemporain consistant à enlever tout cartel pour que le commissaire s'approprie les œuvres et devienne une espèce d'artiste curateur qui a tout fait pour faire un plan de salle. En général, au moment du vernissage, l'imprimante n'a plus d'encre, qu'on n'a pas, ou alors on la tourne dans tous les sens pour savoir où il est. Ah, je croyais que c'était elle. Ça m'horripile, je tiens à le dire. Hein. Non, quand je parlais je ne parlais pas de la disparition, je parlais de l'évolution, où je pense qu'il y a des œuvres, celle-là, si on ne sait pas comment elle est faite, c'est vrai que c'est un petit peu dommage.
peut-être que ça peut être marqué, ça peut être très court, mais on n'a pas nécessairement besoin de faire acte de pédagogie comme on le faisait au début de l'Internet, par exemple, où moi je me rappelle expliquant Internet à ma mère, ça a pris un petit peu de temps. Donc je pense malgré tout les gens changent. Mais je m'oppose évidemment à la disparition du cartel, parce que je suis prof aussi. Et je pense que les œuvres, j'aime les œuvres qui se livrent d'elles-mêmes. J'aime la magie, le mot magie, que certains refusent, moins en moins d'ailleurs, c'est marrant. Et je pense que faire œuvre, c'est démontrer, c'est expliquer, c'est attirer les regards, et il y a quelque chose de didactique, il y a quelque chose de pédagogique là-dedans. Donc je parlais de l'évolution du cartel, et en revanche, sur le fait que c'était plus intéressant de se poser la question de ce que dit l'œuvre, plutôt que comment elle est faite, même si ça reste des questions qui sont intéressantes, et je reconnais qu'il y a peut-être moins de séquences YouTube sur la physique quantique et le chat de Schrödinger que sur les chats qui tombent, les lolcats, qui me font rigoler aussi. Et juste, j'aime aussi les œuvres, j'en profite, excusez-moi, mais j'aime aussi les œuvres qui se livrent d'un détail. Celle-là, c'est Thibaut Brunet. Il utilise un scanner contemporain, il est posé comme dans un Alien, comme ça, où on scanne un vaisseau, et ça va scanner le monde tout autour, et le trou au milieu, c'est là où est le scan. Donc en fait, le scan peut scanner le monde, mais il ne peut pas se scanner lui-même. Et moi, ça me rappelle, quand je le montre à mes étudiants, le faubourg du Temple par Daguerre, où le monde a disparu, sauf celui qui se fait cirer les chaussures. Même le cireur, il bouge et il a tendance à disparaître. Donc je trouve que j'aime aussi ces œuvres qui documentent le monde, même par le process, où le process est dit, et ça, s'il n'y a pas le cartel pour dire strictement le minimum, on s'en sort pas. En revanche, on pourrait encore, mais je ne suis pas sûr qu'il faille expliquer la différence entre l'analogique et le numérique aujourd'hui, et partir de là. Et qu'est-ce que c'est qu'un scanner, mais moi je pense que si les designer il faut. Enfin, c'est un problème. Il y a un manque de culture technique en France. Faut pas se mentir, quoi. C'est un vrai problème. Enfin, c'est quand on crée les objets, qu'on connaît pas à minima les matériaux, les technologies. C'est pas possible, quoi. Donc c'est aussi pour ça que dans la revue que j'ai montrée au tout départ, il y a un glossaire technique, parce que pour faire une revue qui touche un public un petit peu élargi sur les enjeux du numérique, si on définit pas à minima tous les 1000 et un mots que le numérique crée tous les jours, on s'en sort pas, quoi. Donc c'était très important de faire un glossaire en plus bilingue, donc ça a compliqué un petit peu l'affaire. Et pour ceux qui s'intéressent, il est en libre accès sur le site sous licence libre. Mais ouais, parce que trouver des définitions claires de mots contemporains, c'est pas si évident, même sur YouTube ou Wikipédia. C'est pas si évident que ça, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce travail. Il a continué, mais il me semblait qu'en tout cas, en art, je sais pas, mais en design, c'était absolument nécessaire, qu'on est dans les enjeux de conception, de connaître le vocabulaire technique. Moi, je pense que c'est vachement important d'avoir une culture pour comprendre. Moi, l'été, pour me détendre, je fais du code. En tant que critique et commissaire, honnêtement, j'en ai pas besoin. Mes collègues qui font des expos plus grandes et des livres plus épais ne codent pas nécessairement. Donc des fois, j'ai un petit peu l'impression de perdre mon temps. Mais en fait, c'est vrai que j'aime le faire pour comprendre. Et dans mes écrits, je suis pas sûr que ça intervienne en réalité. Mais j'ai cette curiosité. Et je me rends compte que mes étudiants, ils l'ont pas tous également. Mais des fois, la curiosité, elle arrive aussi au moment du projet ou à une étape du projet. Et fort heureusement, ils trouveront les réponses à leurs questions. Et c'est pas toujours le prof d'ailleurs qui a la réponse à la question. Et moi, souvent, je leur dis, demande à YouTube, il y a sans doute un gamin de 14 ans, avec une voix comme ça, qui va te demander de liker à la fin, qui a la réponse à la question que tu me poses. Justement, en parlant de questions, on a encore le temps pour une ou deux questions, si vous voulez. S'il y a encore des questions ou des remarques. Non, d'accord, très bien, ou pas. Ou si vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se quitte. Moi, je veux remercier le public. Moi, je vais vous dire merci à toutes et à tous. Voilà, merci beaucoup.